Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Environnement et Innovation. Naturellement, comme vous le constatez, on ne peut pas être sur le terrain à cause de la situation sanitaire avec la COVID-19, mais on vous a préparé une superbe émission. Et sans plus tarder, je vous présente mon invité pour aujourd'hui, Philippe Langlois, un des propriétaires, des 4 propriétaires de la Grange Pardue, je pense qu'il faut bien le prononcer, une nouvelle microbrasserie qui a vu le jour il n'y a pas longtemps. Et on l'a avec nous comme invité pour en savoir un peu plus sur leur projet, l'innovation, qu'est-ce qui les caractérise. Et sûrement que, en tout cas, je le souhaite, cette émission va vous donner le goût d'aller les visiter pas longtemps après. Philippe, bonjour. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Juste avant de commencer, pour les gens qui nous écoutent, la Grange Pardue, peux-tu nous expliquer grosso modo c'est quoi ce projet-là pour mettre ça dans le contexte pour les gens? Absolument. Bien, tout d'abord, merci Alain de nous inviter à cette émission. Pour nous, c'est un honneur de venir parler de notre projet, de parler de notre rêve qu'on a réalisé ensemble. La Grange Pardue, c'est quoi? C'est une ferme brassicole. Une ferme brassicole, contrairement aux microbrasseries, c'est un lieu où on fait pousser notre orge, nos houblons, et qu'on utilise pour faire la transformation, pour arriver à faire des bières de qualité, des bières qui goûtent chez nous. Juste avant, là, pour les gens qui écoutent, tu nous fais une distinction, là, je la prends, là. Microbrasserie, ferme brassicole, une microbrasserie comme on connaît tous, là, il y en a plein dans les étalages, c'est très à la mode. Ça veut pas dire qu'ils utilisent leurs propres produits qu'ils font pousser eux-mêmes, là. Ils vont acheter, ils vont avoir leur recette, ils vont transformer, puis ils vont vendre par la suite, c'est ça? Et vous êtes de A à Z dans le processus. En ce moment, on achète, oui, des produits qui viennent de producteurs extérieurs au Québec, aux États-Unis, mais on tente le plus possible d'acheter de producteurs locaux. Okay. Et éventuellement, lorsque notre production agricole sera à son meilleur, ça va être nos produits, nos céréales qu'on souhaite utiliser presque en totalité pour faire nos bières. Wow. Donc, la différence est vraiment qu'une microbrasserie se compliquera pas la tête à labourer de la terre, arracher de la roche, cercler un terrain, enlever des mauvaises herbes, travailler à grosse chaleur, travailler avec la météo, travailler avec toutes les intempéries qu'on peut trouver pour faire pousser du houblon, faire pousser de l'orge. Donc, le travail de la microbrasserie, oui, faire de la bière, oui, mettre en marché un produit de qualité, mais le volet de l'agriculture, c'est ce qui vient nous distinguer d'une microbrasserie. C'est ce qui fait qu'on a une ferme brassicole. Est-ce qu'on peut appeler ça l'économie circulaire où de A à Z, vous fabriquez votre produit, vous le transformez, vous le distribuez, vous le vendez. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle par la suite dans tout ce que tu vas nous expliquer. Il doit y avoir des résidus. Ces résidus-là, qu'est-ce que vous en faites? Absolument. Go, vas-y, donne-nous un cours 101 pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, on prend notre bière, on la boit, mais on comprend pas tout le travail qui est en arrière et pourquoi elle coûte ce montant-là, cette bière-là. L'important, c'est de comprendre que la bière, ça sort pas de la flûte en fût. Il y a quelque chose. La bière, ça vient de la terre. Ça vient des céréales qu'on cultive, des céréales qui sont transformées, après ça, qui sont bouillies, pour après ça qu'on vient fermenter, qu'on vient faire des additifs avec des houblons pour venir donner une certaine amertume, une certaine saveur aux produits brassicoles. Quand on parle d'économie circulaire, de notre côté, nous, dans les valeurs de l'entreprise La Grange Pardue, l'important, c'est qu'on met en valeur les artisans locaux, on met en valeur le paysage local, on s'assure que la communauté est avec nous dans le projet. Avec ça, ça nous permet de travailler en collaboration avec les gens du milieu pour qu'on ait des ambassadeurs dans le projet et que les gens portent ce projet-là sur leur cœur. Oui, l'économie circulaire, tout à l'heure, je vais en parler un petit peu plus précisément de comment que nous, on s'y prend, mais le fait de travailler en collaboration avec notre monde, qu'on devienne un perron d'église pour que les gens viennent se rassembler chez nous autour d'une bonne bière faite sur place avec des ingrédients qui viennent de la localité, pour nous, ça, c'est l'essence du projet. Wow. Puis ça, pour que les gens qui nous écoutent, La Grange Pardue, c'est tout nouveau, là. Ça fait pas 20 ans, là. C'est un projet peut-être que ça fait une vingtaine d'années qui est dans votre tête, qui mûrit. Mais depuis quand exactement vous avez commencé? Dans l'inauguration du projet, tout d'abord, l'instigateur du projet, Stéphane Turcotte, le propriétaire de la terre où s'est installée La Grange Pardue, avec ses parents, ils ont décidé de vendre le quota de lait au début des années 2000, ce qui leur a permis après ça de se concentrer sur autre chose.
Stéphane avait en tête de faire un projet. Il voulait surtout pas faire de la grande culture, puis il voulait pas élever des vaches. Donc, l'idée de brasserie a fait surface. Et rapidement, je dirais que c'est une idée qui a germé là, 2016-2017, autour d'une coupe de pinte de bière en chum. Puis finalement, ça a pris son envol, puis un plan d'affaires qui a accouché de tout ça. Le plan d'affaires est venu tout simplement mettre notre edge, c'est-à-dire notre différenciation entre une des 250 microbrasseries qui existent au Québec versus les quelques dizaines de fermes brassicoles qui existent. L'histoire du projet, le départ du projet, c'était vraiment de dire, c'est comment que Stéphane pouvait revaloriser sa terre, comment il a redonné ses lettres de noblesse, mettre sa map le village d'Amnord. Ben, c'est ça. Puis là, je vais en arriver. Elle est où, cette grange perdue, cette microbrasserie? Je devrais pas dire microbrasserie, cette ferme brassicole. C'est à Amnord. C'est un petit village là, qu'on peut prendre entre Victoriaville, Saint-Martin-Canadien. Puis là, sur la route, quand vous passez, il y a une belle pancarte sur le bord du chemin pour nous indiquer vous êtes ouvert, pas tous les jours, 7 jours sur 7. Demandez, vous devez bien vous reposer un peu, là, des gars, des femmes qui travaillent la terre comme ça. Oui. Lundi, mardi, toujours fermé. L'hiver, le mercredi fermé. Mais sinon, nous sommes ouverts du jeudi au dimanche pendant la période hivernale. Autant les dîners que les soupers. Ça nous permet d'attraper la clientèle touristique, les gens qui viennent faire des excursions au centre du Québec puis qui passent nous voir. Parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'en étant au centre du Québec, ça le dit très bien, c'est qu'on a toute la clientèle de la Beauce, Chaudière-Appalaches qui vient nous voir, la clientèle de l'Estrie qui est juste à côté de nous, puis également les gens du centre du Québec. Ce qui fait en sorte que ça nous permet d'avoir une belle visibilité parce que ce sont des belles régions avec des beaux attraits. Puis nous, on vient compléter ça avec un paysage brassicole, avec un produit brassicole. Puis je tiens à le dire aux gens qui nous écoutent, là, faut aller visiter, puis aller prendre une bière sur place, aller goûter un de leurs mets, puis des produits, la plupart locaux aussi, que vous encouragez, là, les producteurs du terroir dans le coin. Je me rappelle une poutine avec du porc effiloché, je pense, de la Jambonnière à, j'allais dire Tinwick, mais c'est Saint-Rémy de Tinwick. Donc, avec une vue imprenable là, qu'on a. Donc, vous avez même le bâtiment, vous l'avez travaillé. On est vraiment dans une ambiance qui est complètement différente de ce que l'on peut vivre à l'extérieur. Puis, en tout cas, moi, les dernières fois qu'on est passé, c'était plein. On voyait un line-up, là, avec la distanciation en plus. À 2 mètres, ça va être encore pire, peut-être. Mais les gens attendaient, là, je pense, pour aller déguster. Puis, pas juste boire une bière. Je me trompe-tu en disant c'est vivre une expérience? C'est exactement ça. Les gens aiment la bière. Ça, c'est une chose. Mais les gens, en ce moment, cherchent à vivre quelque chose, à vivre une expérience qui est différente d'une grande rue avec des autos qui passent. Chez nous, tu es assis sur la terrasse. D'un côté, tu vois le petit clocher de l'église avec le village d'Amnord. L'autre côté, il y a le mont Ham-Sud, montagne super populaire pour les adeptes de la randonnée pédestre, les gens qui aiment faire de l'activité en nature. Et on est dans le champ. Chez nous, en fin de semaine, on fauchait le foin, on raclait le foin, on faisait des belles rondes. Ça, c'était le paysage que tu avais en sirotant ta petite bière en fin de semaine. Et ça arrive. On fait 2-3 coupes de foin par année. Avec ça, on arrache la roche. Donc, c'est tout le temps dans un cadre où les gens viennent vivre une expérience dans un cadre qui est juste paisible et ressourçant. Ouais. Et les gens ont besoin de ce temps-là. Oui, je pense que clairement, les gens cherchent la nature, cherchent un endroit pour s'évader, puis on n'a pas beaucoup d'opportunités. Il y a l'intérieur, donc quand les consignes le permettent, vous pouvez recevoir les gens à l'intérieur. Vous avez la partie extérieure, les belles soirées d'été, de printemps, d'automne. Puis là, tantôt, tu as souligné la partie hivernale. Donc, vous êtes ouvert aussi l'hiver. Donc absolument. Là, j'imagine que les tripeux de randonnée de skidoo, motoneige et compagnie, 4 roues, ça doit arrêter chez vous, là. On a la chance d'avoir une trail fédérée, un sentier fédéré de motoneige qui part avant même que la Grange Perdue existe. Le sentier fédéré passait à travers le champ. Nous, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est de monter une petite bâtisse avec un offre de service qui correspond aux besoins des motoneigistes. De quoi? Bonne bière, bel accueil, du personnel sympathique avec une bouffe qui est réconfortante. Je parle pas du petit foyer. Non, je comprends. On a un beau petit foyer. Il faut aller voir la bâtisse, puis en plus que vous travaillez au 2e étage, j'ai l'impression que quand ça va être fini, votre projet, ça va être assez spectaculaire. J'imagine que quelqu'un, là, des gens d'affaires qui nous écouteraient aussi, qui auraient le goût d'organiser un meeting,
ça doit se faire. On doit être capable de réserver ou en tout cas d'organiser un événement festif avec la famille lorsque c'est possible. Absolument. On a un volet corporatif qui s'adresse directement aux entreprises, aux familles. Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est sortez de votre entreprise, sortez de chez vous, puis venez faire un lac à l'épaule, venez faire un conseil d'administration, venez faire une formation avec votre monde directement dans notre 2e étage. C'est vraiment une ambiance, c'est super lumineux, très, je vais dire, inspirant. Puis ça permet aux entreprises de tout simplement se remettre en question, planifier, travailler leur vision. Puis avec ça, qu'est-ce qu'on fait nous autres? C'est qu'on vient rajouter un petit peu de bière en finissant pour s'assurer que le côté social fonctionne. Puis j'imagine que pendant la pause, ça doit être assez agréable d'aller à l'extérieur, sur le perron ou en bas, mettre les pieds dans le champ puis de regarder la vue imprenable qu'il y a dans ce coin-là. Pour les gens qui nous écoutent, là, puis je pense que ça doit intéresser certaines personnes, on va revenir à la base. Une bière, là, c'est quoi les produits qu'il y a à l'intérieur d'une bière? Très simple. La bière, il y a de l'eau. Puis de l'eau, pas n'importe laquelle. L'eau qui vient de notre terre. Oh. Après ça, il y a de l'orge, il y a du houblon et il y a de la levure. 4 ingrédients. Pas plus compliqué que ça. Après le ça, reste, c'est la recette, la préparation, la fermentation qui vient jouer dans tout ça. Exactement. On a la chance d'avoir PA, notre brasseur, Pierre-André Roy, qui est un excellent brasseur qui développe des recettes, qui fait de la veille, qui a son cours en sommelier bière et qui, lui, est à l'affût de tout ce qui se passe sur le marché. Puis, lui, avec les autres partenaires, il nous propose des recettes, on fait des petits tests, puis après ça, on met ça dans le gros fermenteur. Puis j'imagine que les testeurs, c'est pas mal les propriétaires avec leurs conjoints, puis les conjointes, puis les enfants de la famille. Ben, pas les enfants, en haut de 18 ans, puis la famille là, qui sont proches. Là. Ben oui, on est les premiers acteurs dans ce film. C'est correct. C'est super. Puis votre produit que vous développez, vous en avez combien de ces produits-là? Combien de bières différentes? Vous pouvez même les nommer. Les gens vont voir les images, là. Ouais. En ce moment, on a environ 9 produits différents avec un 10e. Ben, il y en a d'autres qui sont en préparation en ce moment. Des produits qu'on fait, les plus populaires en ce moment, on va parler des lagers. Donc, on a une bière qui s'appelle la Tout Bout de Champ, qui est une bière à 4,7 % d'alcool avec un goût de pain frais. C'est ma préférée, pas trop d'alcool. Parfait pour se rafraîchir. C'est fait pour ceux qui travaillent fort. J'aime ça, tout le monde a compris. Après ça, on a la Barouche du Craig, qui est une bière ambrée à 5 % d'alcool avec un malt un petit peu plus grillé, caramélisé, qui rappelle très bien les grillades, tout ce qui se mange sur le barbecue. Ça, c'est super. En tant qu'accord, c'est très bien. On a également une saison fermière qu'on appelle la Wens Gosford, qui est une saison multigrain, une bière qui est faite avec une levure belge, qui va amener des notes assez complexes au niveau gustatif, mais qui est quand même assez ronde à cause de la levure belge. Suite de ça, la petite dernière qu'on vient de sortir, qu'on appelle la Fourche Fourchue, qui est une pale ale de récolte. La première bière qu'on a fait avec notre récolte de houblon Cascade. Une bière qui est très, très, très douce, à 4,5 % d'alcool, avec un beau punch de houblon Cascade qui vient donner des arômes là, un peu, je vais dire un peu floral. Et c'est une bière qui se marie à merveille avec tout ce qui est les mets mexicains, les mets épicés, le poulet portugais. C'est excellent dans ce n'importe quoi qu'on mange, on peut avoir une bière. Tu sais, souvent on parle du vin là avec le repas. Tu cherches la bonne bouteille de vin avec tel repas. On peut faire la même chose avec de la bonne bière. Absolument. Je dirais même qu'il y a une petite tendance en ce moment au Québec où ce que, comme dans, je vais dire, là, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, le vin était le must, où ce que les gens devaient avoir la bonne bouteille avec le bon mets, etc. Mais depuis quelques années, il y a une tendance qui s'inscrit dans les mœurs des Québécois, c'est que la bière, il n'y a pas juste de la Labatt, puis de la Molson X, puis de la Coors Light. Il y a des bières de qualité avec des ingrédients de qualité faits par des artisans brasseurs et qui vont chercher les saveurs qu'on souhaite retrouver quand on veut marier des choses. Ouais. Maintenant, on parle de bière et fromage. Ouais, on parle plus juste de vin et fromage. On va parler d'accords de bière avec différentes viandes, avec différents types de cuisine. C'est rendu un mode de vie parce que le vin, quoi qu'on en dise, je pas de statistiques, mais il y en a pas mal qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire de l'Espagne, du Portugal, de la France, puis j'en passe. Mais la bière de microbrasserie, la bière des fermes brassicoles, c'est des produits québécois, faits par ici.
avec la crise qu'on a vécue sanitaire, puis la crise économique, puis ça va se transformer un jour en crise des finances publiques, je pense qu'il y a un retour aux sources de beaucoup de gens qui veulent encourager localement, qui cherchent par toutes les façons de trouver un endroit pour repartir l'économie locale, soutenir les gens. L'avez-vous senti, vous, pendant ce qu'on a vécu avec le coronavirus, la COVID-19, où les gens ont voulu aller vous encourager, ont été goûtés, puis sont devenus peut-être par le temps, parce que moi, je suis le premier, je le dis, là, j'ai fait des petites capsules sur Facebook pendant le début de la crise, puis moi, je buvais pas ça de la bière de microbrasserie, encore moins de ferme brassicole, là, je l'apprends là, comme tout le monde, la différence entre les deux. Puis là, maintenant, je suis rendu juste ça, puis j'essaie d'encourager ceux qu'on a dans la région particulièrement. L'avez-vous senti, vous, sur le terrain? Clairement. Lorsque il y a eu le confinement qui a cessé à mi-juin, nous, on a rouvert les portes. Les gens ont vraiment positivement répondu à l'appel. Ils se sont rendus chez nous, ont acheté nos produits parce qu'on distribuait dans plusieurs points de distribution, Victoriaville, Princeville, Warwick, Plessisville, Kingsley, Disraeli, Drummond, Sherbrooke, Trois-Rivières, un petit peu à Montréal, un petit peu Québec. C'est sûr, ça, c'était moins vendeur, mais les gens qui connaissaient notre brand, qui connaissaient notre entreprise et nos produits, les gens sont venus nous voir comme jamais. Nous avons eu un été très, très surprenant. Beaucoup de monde qui sont venus nous voir et beaucoup de monde qui sont revenus nous voir avec de la famille, des amis, des cousins, des cousines. Pourquoi? Ils avaient apprécié leur expérience. Ben moi, je te le confirme, les 2 fois qu'on a été pendant l'été, si on avait de la visite, puis on a voulu leur faire découvrir ce petit trésor là, à Amenard, après qu'on lâche la route là, pour se rendre là. Bon, les gens maintenant là, qui écoutent l'émission, là, ils commencent à baver un peu. Là, ils ont le goût d'aller s'acheter une bière. Ils sont sur le barbecue ce soir ou ce week-end, ils reçoivent de la visite, puis ils veulent en trouver. Bon, ils peuvent, j'imagine, aller sur place. Sinon, tu as nommé un paquet d'endroits où vous distribuez, mais c'est où ces endroits-là? Sans peut-être tous les nommer, peux-tu nous donner quelques exemples? Là? Oui, absolument. Au niveau de Victoriaville et autour, on va avoir tout ce qui est plusieurs épiciers non bières. Donc, Métro, IGA, Provigo. OK, même les grosses franchises sont rendues, vous avez réussi à rentrer vos produits. Ouais. Vous allez manquer de temps pour tout faire la bière, là, d'après moi. Après l'émission, là, tout le monde va écouter ça. On s'en va travailler. Tout le monde en parle, c'est rien, là. Aux bières et saveurs ici au marché Notre-Dame, nos produits sont disponibles. À la Manne sont également disponibles. C'est sûr que durant le COVID, on a pris le temps d'élargir notre réseau de distribution parce qu'on ne pouvait pas se permettre que la bière demeure dans notre chambre froide et pourrisse. Donc, on a tout remis en canette, en bouteille pour élargir notre réseau de distribution. Et là, je vous le cacherai pas, cet été, on a été 2 mois sans être capable de répondre à notre réseau de distribution. Wow! Parce que je ne suffisais pas à la demande sur place. Beaucoup de clients qui viennent chez nous, qui voulaient en acheter, et là, on commence à reprendre le dessus parce que on a réussi à faire des investissements au courant de l'été pour doubler notre volume. On avait 6 000 litres de fermenteur, on est rendu à 12 000 litres de fermenteur. Et tout ça pour nous permettre de se rendre à Noël. Là, fais attention parce qu'il y en a pendant la COVID là, qui ont été faire le plein de papier de toilette, d'essuie-tout. Là. Il y en a qui vont aller faire le plein de bière chez vous là, bientôt là, avec beau ce que problème, tu dis. beau problème. Pour vous autres. Bon, on a parlé des produits, on a parlé que les gens peuvent se les procurer à différents points de vente. Vous distribuez. Pendant la COVID, bon, il y a des moments, là, on a des gens qui vont nous écouter, je sais pas si ça va être fini, mais on est en zone rouge, là, même à Victoriaville, dans tout le centre du Québec maintenant. Ouais. Les gens peuvent aller malgré tout chez vous, take-out, là, pour apporter à la limite un repas, une bière, quelques bières pour emmener avec soi. Absolument. Ouais. En ce moment, avec la fermeture des restaurants, des salles à manger, des salons de dégustation comme le nôtre, là, de la ferme brassicole, on y va avec une formule conviviale où ce que les gens se présentent au comptoir, peuvent commander un repas, de la bonne poutine à la bière noire, peuvent commander les bières qu'ils aiment et repartir avec leur petit bonheur à la maison pour passer un bon moment en famille, un bon moment entre amis. Ah, génial. Philippe, on a parlé en début d'émission d'économie circulaire, mais on m'a dit que vous faisiez justement quelque chose de particulier avec les résidus d'orge, un des produits que tu nous expliques est dans la bière. Peux-tu nous en parler un peu, là? Absolument. Quelque chose qui était important pour nous, c'est de voir comment on peut réutiliser nos matières résiduelles.
dans la fabrication de la bière, on a, comme je disais tout à l'heure, on utilise l'orge pour brasser. Une fois qu'on a soutiré tous les nutriments de l'orge, il reste un résidu qu'on appelle la drèche. Ça, c'est un résidu de céréales, très protéiné. Et on a notre voisin à côté qui, lui, arrive avec son tracteur, avec sa grosse tube. On prend la drèche, on lui donne ça, puis lui, il s'en va donner ça à ses petits veaux. Wow. Les petits veaux sont nourris avec la drèche. Le fumier des petits veaux, qu'est-ce qu'on fait avec? On le prend, puis on l'épand dans nos champs, où est-ce qu'on va cultiver l'orge. Donc, on vient engraisser nos champs avec ce fumier-là. On fait pousser de l'orge. L'orge, on le retourne dans le processus de brassage. On prend la drèche, puis on tourne. Puis vous utilisez vos produits, vous êtes en partenariat, vous coopérez ensemble, vous baissez naturellement vos coûts de production. C'est un win-win-win pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. L'agriculteur, le fermier qui a fait ça, est allé faire analyser le résidu d'orge pour savoir quel était le taux de protéines. Il a intégré ça dans le régime de ses petits veaux. On pensait que ça allait faire des petits veaux sur la brosse, mais ça a très bien été. Aucun dégât. Donc ça fait partie des choses qu'on a mis en place. Je pourrais également parler qu'on en donne également à un producteur de champignons. Il y a certaines variétés de champignons qui peuvent se cultiver à partir de la drèche. Donc ça, c'est une autre façon de faire qu'on a mis en place pour venir, au lieu de jeter ça aux poubelles, dans la nature, etc., ben c'est tout simplement qu'on réutilise ça. Ouais. Puis ça, là, j'imagine, vous ne manquez pas d'idées parce que là, vous voulez augmenter la production, la demande est là. Il faut trouver des façons d'innover. Puis c'est un peu le concept de l'émission Environnement Innovation. Les gens, lorsqu'ils se creusent la tête, puis qu'ils ont un résidu ou un déchet, ben qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on le réutilise? Est-ce qu'on le revalorise? Je pense que c'est ça l'objectif ultime là, si on veut améliorer la planète. Là. Absolument. Puis nous, en termes d'innovation aussi, lorsqu'on a bâti la brasserie, gros bâtiment. Donc là, on s'est dit, bon, comment qu'on pourrait diminuer nos coûts de construction, etc. Bien, il y avait une des choses qui était quand même logique, mais qui demandait beaucoup d'ouvrage, c'est que tout le bois qui était utilisé pour faire la bâtisse, le revêtement extérieur, c'est tout du bois qui vient de la terre où ce qu'on est, de la ferme Bernice. Wow. Donc, du bois qu'on est allé bûcher, qu'on a déligné, qu'on a plané, qu'on a embouffeté, que des bénévoles, que la communauté a teint une par une pour finalement faire un superbe revêtement extérieur et qui donne le look d'une grange, une vieille grange avec l'histoire. Puis d'ailleurs, c'est ça que les gens aiment quand ils viennent chez nous, c'est qu'ils n'ont pas l'impression que ça fait 1 an qu'on est ouvert. Ils nous disent tous « Ah, mais ça fait combien de temps? » Ça fait 1 an, les gens n'y croient pas parce qu'il y a déjà une âme dans la bâtisse. Puis quand on parle d'une âme, ben c'est parce qu'on est 4 à travailler dans ce projet-là. Tout à l'heure, j'ai nommé Stéphane Turcotte, qui était l'instigateur du projet, qui est en charge de tout ce qui est les cultures extérieures de la bâtisse. P.A. Roy, qui est notre maître brasseur, mais également notre mentor, Stéphane Martin, qui est le chef cuisinier, c'est lui qui met en place le menu au niveau du salon de dégustation. Stéphane travaille avec les producteurs locaux, on travaille avec l'Olivier Del Mundo, on travaille avec la fromagerie à Whedon, Petit Plaisir, on travaille avec la fromagerie à Saint-Georges, on travaille avec différents producteurs locaux pour que lorsque les gens viennent chez nous, ben ils goûtent la région. Et ça, c'est pas nouveau, c'est une tendance, mais nous autres, on axe là-dessus pour s'assurer que les gens vivent une expérience complète. Paysage, bière, bouffe, service à la clientèle. Ça, c'est notre innovation. Moi, sincèrement, là, quelqu'un qui écoute cette émission et qui n'a pas le goût d'embarquer son vélo, ben, je ne veux pas dire son auto électrique pour bien faire, si c'est possible, ou en tout cas faire du covoiturage, je pense qu'ils n'ont pas le choix. C'est à Amenord. Est-ce qu'il y a une adresse particulière pour les gens qui nous écoutent, qui veulent aller vous visiter? Oui, absolument. Pour ceux qui sont plus familiers dans la région, on se dirige vers Amenord, sur la 161, en direction de Saint-Martyr-Canadien. Juste avant le village, on va monter sur la 216 vers Saint-Adrien, vers Sherbrooke. Et c'est l'adresse, c'est 261 route 216. Puis il y a des pancartes lorsqu'on approche de la distance. Absolument. Les gens ont l'opportunité d'y aller, d'aller vous encourager, d'encourager des jeunes entrepreneurs de la région qui ont parti un projet extraordinaire. Tu me permets de te féliciter personnellement. En tout cas, moi, chaque fois que j'y ai été, ça a été une expérience fantastique pour les convives qui étaient avec moi, pour moi-même. On va y retourner, c'est sûr. De la bonne bière, un beau moment, une histoire, une expérience. Je pense que c'est une invitation à tous. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris du temps aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe. Je vous souhaite le meilleur des succès, malgré tous les défis qui sont devant vous maintenant avec la COVID, là. Mais j'ai confiance avec votre énergie que vous allez réussir. Les gens qui nous écoutent, vous avez aimé cette émission,
Je vous invite à la partager, à la réécouter, à faire connaître avec nous les succès, les trésors de notre belle région. Et dans ce cas-ci, dans cette émission, la première série qu'on avait fait, La Route des saveurs, dans ce cas-ci, on a voulu faire découvrir avec la TVCBF, avec la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, des succès en environnement et en innovation. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous et je vous invite à écouter les prochaines émissions qu'on vous a préparées. Bonne journée tout le monde. Cette émission est une présentation de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. La tomate a créé il y a quelques années un très gros débat. Fruits ou légumes? Mais non, c'est pas un fruit, là. Franchement, je me fais des sandwichs avec ça puis j'en mets dans mes salades, là. Mais non, c'est pas sucré, c'est salé. C'est un légume. Non, je suis désolée, mais scientifiquement parlant, la tomate, c'est un fruit puisqu'elle est le produit végétal qui succède une fleur et qui contient la graine de la plante qui l'a produit. Un peu comme les fraises, les pommes, les poires, aussi les melons, c'est beau. Et il y a la pêche qui peut également créer des conflits. Est-ce que c'est plus un sport ou un loisir? Alors, la pêche, c'est un loisir, au même titre que les cartes puis le beau lot. Il y a personne qui sue quand il va à la pêche, là. Tu sais, à moins que, là, quand ça fait 4 jours que t'es dans le bois sans te laver, il y en a qui puent, par exemple. Non, je suis désolée, mais la pêche, c'est un sport, parce que quand ça mord, là, j'en ai un! Là, il faut que tu t'assures d'être attentif au plus haut point pour pas perdre ta prise. Ça prend autant de concentration, de précision, puis de force qu'un lanceur de baseball, qu'un gardien de but au hockey, qu'un joueur de soccer. Je pense qu'on a compris le principe. Et finalement, ça, est-ce que c'est une danse ou un tic nerveux? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est définitivement un problème neurologique. Ce que j'essaie de vous dire, dans le fond, c'est que peu importe que la tomate soit un fruit ou un légume, que la pêche soit un sport ou un loisir, ça change quoi? T'aimes-tu ça, les tomates? Ben oui. Ben mange-en. T'aimes-tu ça pêcher? Ben oui. Ben pêche. On s'en fout de ce que les autres pensent. Et c'est la même chose avec un métier. Il faut que tu choisisses un métier qui fit avec tes goûts et ta personnalité. Tu vas quand même faire ce travail-là pendant environ 44 ans. Tu as intérêt à choisir quelque chose que t'aimes. Et non pas pour faire plaisir à tes parents ou encore pour répondre à des stéréotypes des années 50. Donc, si tu as le goût de devenir une foreuse de pluie, un coiffeur, une réparatrice de wagon ou encore un opérateur de machine à coudre industrielle, ben vas-y. N'oublie jamais que c'est pas ton métier qui te définit, c'est toi qui définis ton métier.